Je vais vous présenter donc quelqu'un qui est en santé publique au Québec. En santé publique au Québec est un acteur extrêmement important, le docteur Richard Massé. Il est actuellement donc le directeur de la santé publique de la région de Montréal, mais Ghislaine Desrosiers l'a indiqué aussi il y a quelques instants. Il a aussi été le directeur de l'Institut national de santé publique, cet organisme spécialisé en recherche-développement au niveau de la santé publique pour l'ensemble du Québec, pour l'ensemble des régions et l'ensemble de la population du Québec. Il a aussi été sous-ministre à la santé, sous-ministre adjoint à la santé au ministère de la Santé et des Services sociaux. Surtout, il est le père de la loi la plus progressiste en Occident au niveau de la santé publique. La loi québécoise sur la santé publique a été littéralement écrite et sortie de l'expertise du docteur Richard Massé. Cette loi, il y a certainement qui fera allusion, bien sûr, dans son exposé, mais je vous dis qu'au niveau de la santé publique et de la science de la santé publique, c'est un intellectuel extrêmement important et je le remercie d'avoir accepté de nous faire cette présentation-là. Et je vous dis, Dr. Massé, que vous êtes aussi maintenant diffusé mondialement puisqu'on est en diffusion Internet en direct et qu'on va vous garder aussi, j'en suis convaincu, pour profiter de vos connaissances. Le Dr. Richard Massé. Merci beaucoup. Merci, M. Trudel. Je dois dire, M. Trudel était mon ministre à cette époque-là et c'est M. Trudel qui a fait adopter la loi sur la santé publique. Donc, je ne veux certainement pas m'abroger des choses qui ne m'appartiennent pas. On peut proposer, mais on ne peut pas nécessairement disposer et c'est fort différent. Je vais essayer de le mettre en mode présentation pour être sûr que vous allez pouvoir voir la même chose que moi, espérant que les choses fonctionnent. Oui, vous voyez, d'accord. D'abord, je dois dire, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir. Mon portugais est très limité. Par contre, j'ai déjà eu l'occasion de collaborer avec des collègues au Brésil et avec l'association luso-francophone. Et je reconnais que c'est fort intéressant, pertinent, que nous puissions nous retrouver, quelques collègues, et de savoir que ces initiatives-là se perpétuent dans le temps. Bravo, félicitations. Je m'inscris aussi en continuité avec ce que Mme Lamontagne a mentionné tantôt. Effectivement, l'introduction des services sociaux et des services de santé ensemble a été un progrès important pour le Québec et nous a permis de pouvoir travailler des systèmes qui se complètent les uns les autres, qui ne sont pas identiques, mais qui se complètent et pour lesquels on a mutuellement intérêt à travailler ensemble. Quand on parle aux déterminants de la santé, les déterminants sociaux sont une des composantes très importantes et le fait de pouvoir avoir un ministère qui peut les intégrer aide beaucoup au niveau de la prévention qui va être le sujet de mon intervention. Je m'inscris aussi en suivi à ce que Mme Desrosiers mentionne. D'abord pour dire que j'ai été un de ces médecins de CLSC qui a travaillé pendant le début de ma carrière, pendant 5 ans dans un CLSC au Lac-Etchemin. Et puis j'ai appris ma pratique, puis j'ai appris beaucoup d'expérience au niveau du travail au sein des communautés en ayant travaillé dans un CLSC au niveau local. Je dois dire que ça a été une expérience qui m'a toujours suivi, marqué. Et qu'aujourd'hui, j'étais avec mes collègues. Je n'ai pas pu malheureusement participer avec vous ce matin au colloque, mais j'étais avec mes collègues directeurs de santé publique de toutes les régions du Québec. Et le dernier sujet qu'on a abordé, il y avait des représentants de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec et on a abordé cette collaboration-là avec sur quels actes maintenant on pourrait faire cette délégation de responsabilité. Et je m'inscris complètement dans la continuité de dire que cette collaboration qui est vraiment nécessaire, interprofessionnelle, elle n'est pas facile, elle nécessite beaucoup de discussions, mais elle est essentielle. C'est quelque chose qui est très, très important. Donc, on essaye de le faire. Ce n'est pas une chose qui est nécessairement simple, mais c'est une chose qui est fondamentale. Fait que merci pour tout le travail que vous avez fait là-dedans et on continue d'essayer de faire ça.
Je vais revenir un peu en arrière pour parler de l'importance de la prévention et je vais concentrer ma présentation beaucoup sur l'importance de la prévention. Puis après, je vais parler de comment est-ce qu'on essaie de l'intégrer au niveau des soins de santé primaire. Donc, il va y avoir beaucoup de diapositives. Ça peut être, j'espère, pas trop étourdissant pour vous, mais je vais essayer d'aller rapidement pour vous les présenter. Malheureusement, j'ai un décalage entre ce que je vois ici à l'écran et ce que vous voyez, fait que je vais me concentrer sur ce que vous voyez. Mais le premier, je ne sais pas si quelqu'un pourrait m'aider, parce que l'écran ici ne suit pas sur ce que vous voyez, fait que peut-être quelqu'un qui connaît la méthodologie ou l'approche pourrait me donner un petit coup de main. Je vais essayer quelque chose, bougez pas. Je vais essayer quelque chose comme ça. Oui? Bon, je vais essayer de faire ça comme ça. Je vais me débrouiller. Le premier, c'est quelque chose qui est assez vieux. Hein? Dans le fond, vous voyez que ça date de 1973. Tantôt, on parlait d'Almata en 78. On part de 76, puis on dit, qu'est-ce que c'est la place des différents déterminants de la santé sur le fardeau de la maladie? Donc, vous avez des choses qui viennent essentiellement des données qui ont été faites dans les années 70 sur l'impact des déterminants de la santé. Puis là, on voit le volet qui touche les habitudes de vie, le fardeau de la maladie, le fardeau de la maladie relié à l'environnement, le fardeau de la maladie relié à la biologie humaine, et puis celui qui est relié au système de soins. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on est capable d'influencer. Peut-être juste voir. Ah, je l'ai ici, c'est ici que ça suit. J'imagine que vous voulez des notes aussi. Non. Regardez là si ça vous va. Parfait. Merci beaucoup. Merci, c'est le numéro 1. Donc, vous voyez que ça, c'est les investissements ici. Fait que là, vous voyez l'impact sur le fardeau de la maladie potentiel, c'est l'impact potentiel, puis le financement qu'on retrouve. Puis là, vous avez le financement qui est donné pour les habitudes de vie, celui qui est donné pour l'environnement, celui qui est donné pour les biologies humaines. Là, vous me dites, écoutez, Richard Massé, vous êtes complètement à côté de la coche. 1976, puis maintenant, ça n'a rien à voir. Bien, en vérité, ça n'a pas changé tant que ça. Là, c'est le mien qui change, puis c'est celui-là qui ne change pas. Vraiment, c'est pas simple. Je vais revenir à ça. Ça, c'est pas facile parce que... Oui, OK, parfait. Bon. J'ai un peu de misère à suivre qu'est-ce qu'on présente, mais pour vous dire que actuellement, ce qu'on a au Québec, ça, c'est vraiment pas facile pour moi parce que il n'y a rien qui suit vraiment. Donc, ce qu'on a essentiellement, c'est que on continue d'investir à peu près 50%. Les deux sont pas... Il y a un problème? Oui. Il y a un problème? Non, c'est correct là. Mais c'est parce que ce qui est présenté ici, c'est pas ce que moi je veux présenter. Puis là, si on pouvait avoir l'un et l'autre qui seraient en parallèle, ce serait plus facile. J'ai pas compris comment on parle. Mais c'est parce que vous avez une diapo qui est exposée, qui n'est pas celle avec laquelle moi je travaille. Puis là, je vais dire, je ne suis pas capable d'exposer celle-là. Donc, si vous pouviez... C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'ils ne suivent pas ici. Je m'excuse. Non, il n'y a pas de problème. Encore une fois, la technique de l'ENAP. Vous en étiez à celle-ci. Essayez de revenir au début, puis si vous me la donnez, je vais les faire défiler les unes les autres. OK. On va essayer de repartir à zéro. OK. Parfait. Fait qu'on va juste essayer de partir comme ça, puis on va voir. OK. Donc, on va essayer de fonctionner avec ça ici, puis d'avancer, puis de toucher à rien d'autre. Donc, ce qu'on a actuellement, c'est au niveau du produit intérieur brut, pour faire une comparaison pour ceux qui ont des systèmes de financement nationaux, on a augmenté progressivement de 9 à 10 à 11 %, mais on a réussi relativement à être capable de limiter les coûts de soins de santé. Ceci dit, ça c'est au niveau national. Au niveau québécois, la pression qu'on a sur l'organisation des soins de santé, elle, est beaucoup plus compliquée parce qu'on a une augmentation progressive. Quand j'ai commencé de travailler, on avait à peu près 33 % des coûts de services, des coûts de programme au Québec qui étaient liés au système de santé. Actuellement, on en a 50 %.
Par rapport à la prévention, actuellement, c'est à peu près 2 %. Fait que si vous regardez le premier graphique que je vous ai monté, on est au même niveau d'investissement en prévention qu'on était en 1976. Et c'est la même chose dans à peu près toutes les provinces canadiennes. Et c'est la même chose dans la plupart des pays industrialisés. Donc, la proportion qu'on met en prévention versus celle qu'on met pour le curatif, pour la récupération de la santé, il y a un décalage qui est très, très important. Et l'autre problème, qui est un enjeu majeur, c'est de dire, mais qui on voit? Bien, à chaque personne qu'on voit référée, qui sont admis dans un centre hospitalier universitaire, on en a 5 qui sont référés à un autre médecin que dans un CHU. On en a 9 qui sont admis dans un hôpital. On en a 250 qui consultent les médecins. Et là, je vais reprendre l'argument de Mme Desrosiers. Et il y en a un très, très grand nombre qui vont consulter d'autres professionnels de la santé qui sont très importants au niveau des soins. Et on a des gens qui vivent des problèmes puis qui ont donc besoin d'aide, qui vont chercher de l'aide un peu partout. Puis on a la population générale. Si on veut avoir un système qui est fonctionnel puis agir sur la santé, pas agir sur la maladie, il ne faut pas qu'on travaille seulement sur là où est-ce qu'il y a des services de soins ultra spécialisés, même pas là seulement où il y a des médecins. Il faut agir là où est-ce qu'il y a des problèmes, ça veut dire tous les autres intervenants de santé, puis où est-ce qu'il y a la population générale, à toute la population. Et donc, l'approche que je vous propose, c'est de dire on doit avoir une vraie approche populationnelle dans laquelle on ne s'occupe pas seulement des gens qui consultent, mais on travaille sur les gens qui ont des besoins de santé et on s'occupe de ces besoins de santé-là. Exprimés, et des fois pas exprimés, et des fois qui ne sont pas répondus. On sait que si on a une hausse de 10 %, il y a des données bien établies dans l'investissement en prévention, on est capable, auprès des populations plus défavorisées, on sait qu'on est capable de diminuer la mortalité infantile, 7 %. On sait qu'on est capable de réduire la mortalité cardiovasculaire, puis on a des bonnes données pour le justifier. On est capable de réduire la mortalité reliée au diabète. Je vois que ça ne sort pas très bien non plus, je m'en excuse encore une fois. Et puis, la mortalité des suites reliées au cancer. Donc, les gens disaient, oui, mais est-ce que ça vaut la peine d'investir en amont dans le système? Est-ce que ça marche dans le fond? Parce qu'on a des études scientifiques qui montrent qu'il y a des soins qui sont efficaces. Les soins infirmiers, c'est efficace. Les soins médicaux, c'est efficace. Investir en prévention, est-ce que c'est efficace? Mais on a des données qui montrent que c'est efficace, mais c'est très difficile à faire pénétrer cette information-là. C'est extrêmement difficile pour toutes sortes de raisons. Et là, je ne ferai pas d'éditoriaux pour parler de pourquoi c'est difficile, mais il y a des bonnes raisons pour lesquelles c'est difficile. OK. Dans le système de santé, on a, par exemple, la prévention des infections nosocomiales. Et là, je reviens en milieu hospitalier. On sait qu'on est capable de diminuer les infections nosocomiales qui, pour nous, sont un enjeu majeur. Ils doivent l'être dans tous les pays du monde parce que tout le monde est pris avec ce problème-là. Mais on sait que si on s'en occupe et qu'on investit sur l'infrastructure, sur le ménage, sur l'organisation des soins, sur la prescription des antibiotiques, on peut réduire, puis on l'a fait au Québec, donc ce n'est pas une preuve qu'on a faite ailleurs, c'est une preuve qu'on a faite ici, réduire de 50 % les infections assez difficiles. Pour les gens qui ont eu des personnes âgées qui ont été hospitalisées, puis plusieurs en connaissent, moi j'en ai dans ma famille, réduire de 50 % les gens qui sont infectés par le site difficile, c'est pas rien du tout, là, c'est énorme. Réduire de 40 % les infections en staphylocoque résistants à méticilline, c'est extrêmement important aussi. Donc, on sait qu'on a des investissements qui sont efficaces, et puis on sait qu'on est capable de réduire évidemment les cancers en travaillant ses habitudes de vie. Je vais pas aller trop plus loin parce que je ne veux pas étirer ma présentation, mais on a plein de données qui montrent que la diminution de l'incidence des cas de diabète, qu'on est capable de faire par la prévention, on est capable de réduire les coûts, puis si on est capable de réduire l'incidence des cas de diabète, on réduit les coûts de 9 % parce qu'elle a des conséquences sur plein d'autres maladies. Le diabète, c'est comme un précurseur de plein d'autres maladies ou un problème qui se trouve à amplifier plusieurs autres maladies. Puis c'est vrai aussi pour plein d'autres enjeux de santé. Ce qu'en fait, on a besoin de faire, c'est d'être capable d'intervenir non pas seulement sur la personne, mais intervenir sur toutes les caractéristiques de cette personne-là, ce qu'on a commencé à faire. On a commencé à faire de l'éducation sanitaire, par exemple sur le tabac, je vais parler du tabac tantôt, et puis à ce moment-là, les gens ont dit, bien, une fois qu'on donne l'information aux gens sur leurs habitudes de vie, tantôt j'ai fait la relation entre habitudes de vie et cancer, disant 50 % des cancers sont liés aux habitudes de vie. Donc, si on touche aux habitudes de vie, on est capable de réduire les cancers avec toutes les conséquences que ça a sur notre système. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire? Puis les gens ont dit, bien, on va faire de l'éducation sanitaire,
bien, on a fait la démonstration que l'éducation sanitaire seule, ce n'est pas quelque chose qui change le monde. Ce n'est pas si on vous dit d'arrêter de fumer ou de faire de l'exercice ou de faire attention à ce que vous mangez qui va faire que vous allez arrêter de fumer ou que vous allez faire de l'exercice. Ça ne marche pas comme ça. Les gens travaillent avec les pairs. Les gens travaillent dans leur environnement. Ils vivent dans leur environnement, ils vivent dans leurs conditions socio-économiques, et c'est d'abord ça qui crée la santé. Donc, il faut aller plus loin dans les déterminants si on veut être efficace. Il faut travailler dans le milieu de vie familial, il faut travailler dans le milieu de vie, dans le milieu de travail, il faut travailler dans l'ensemble de la communauté, puis il faut travailler sur les systèmes d'éducation, les systèmes sociaux, les systèmes de territoire, de logement, puis sur les politiques sociales, les politiques de redistribution sociale. Et c'est ça qui crée de la santé. Donc, on passe d'un système individuel à un système collectif, d'un système de curatif à un système préventif. Et c'est le besoin, c'est le changement qu'on a besoin de faire. Je prends l'exemple du tabac parce que dans le tabac, on a des choses qui sont bien démontrées. On connaît les coûts liés au tabac qui sont très importants. On sait que les gens meurent du tabagisme, puis on sait qu'il y a actuellement une épidémie qui n'est pas contrôlée ici et pour laquelle on est capable d'agir. On a fait des grandes politiques pour intervenir sur le tabac. On a défini c'était quoi les défis. Puis les défis, c'est de quitter l'individuel pour aller vers les politiques publiques. Puis si on veut intervenir en prévention, il faut qu'on intervienne maintenant sur des politiques publiques parce que c'est là que la partie se joue. Parce que les entreprises qui investissent sur ces produits-là, investissent en promotion auprès des jeunes, eux, c'est ça qu'ils font. Eux, ce qu'ils font, c'est de la normalisation. Eux, ce qu'ils font, c'est développer des nouveaux produits à guicheurs. Eux, ce qu'ils font, c'est d'avoir du marketing. Puis si on n'est pas capable de travailler sur ces terrains-là, on n'est pas capable de faire la différence. Et ce n'est pas le système de soins qui va faire la différence, bien que je vais revenir au système de soins, je vous ai dit dans la deuxième partie de mon exposé. Donc, il faut travailler sur tous ces enjeux-là qu'on a devant nous pour être capable de faire la différence sur le tabac. Donc, après qu'on a dit on va travailler ces habitudes de vie, qui est un enjeu important, on a dit où, quand. Puis tantôt, on l'a mentionné avec beaucoup de justesse, puis c'était le propos de René Lamontagne, il faut intervenir jeune. Pourquoi il faut intervenir auprès des jeunes? Parce que quand on regarde le développement des jeunes, il y a des choses qui s'acquièrent quand on est en bas. Vous vous souvenez le fameux livre « Tout se joue avant 6 ans ». Mais en fait, ça, c'est la démonstration a posteriori, ça a été fait a posteriori, de « Tout se joue avant 6 ans ». OK? Puis là, à ce moment-là, on regarde le développement des enfants, le développement de l'apprentissage des nombres, des capacités sociales, du langage, les contrôles émotionnels, et puis la capacité d'être capable de répondre puis de travailler, par exemple, en groupe. Et on est capable, puis vous voyez comment ça diminue, il y a des choses qui diminuent, qui s'atténuent dans le temps, et s'il y a des compétences qu'on n'a pas acquises à ce moment-là, on va les acquérir de façon beaucoup plus difficile. Même dans certains cas, on ne va pas les acquérir, on ne va pas faire ça. Fait qu'il y a un certain background qu'on doit obtenir très, très tôt. Il faut intervenir très, très tôt parce que ça fait une différence tout le long de la vie. On est déjà capable maintenant d'avoir de voir des marqueurs de maladies cardiovasculaires chez des jeunes enfants en pleine santé qui ont 6 ans, puis pour lesquels on est capable de voir qu'à partir de leur situation développementale, que ces gens-là vont avoir des problèmes accrus, des risques de problèmes accrus de maladies cardiovasculaires puis de cancer. Donc, vous voyez, ça commence extrêmement tôt. On pourrait dire ça commence quand ils fument à l'adolescence ou ça commence parce qu'ils sont exposés aux polluants ici et là. Ça commence beaucoup, beaucoup plus tôt que ça. Donc, il faut intervenir extrêmement tôt pour être efficace. Et donc, il y a déjà plein de programmes. Il y avait une étude américaine qui complétait les programmes HOLO. Tantôt, on a parlé du programme HOLO. Des études américaines qui disaient, pour chaque dollar qu'on investit dans la petite enfance sur les organisations de services préventifs, on peut sauver 7 $. Mais en fait, les interventions qu'on fait en santé, comme le CIP, tantôt on vous a parlé du CIP, ont un impact sur d'autres systèmes que le système de santé, notamment sur le système social, de là l'impact sur les régimes de sécurité sociale. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont mieux intégrés dans la société. Ces gens-là décrochent moins dans la société. Ces gens-là fument moins. Ces gens-là utilisent moins de drogue. Et là, on pourrait continuer comme ça. Donc, les gens qu'on aide, puis là, c'est des statistiques, mais des statistiques qui sont vraies. Les statistiques, ça reflète la vision d'une population, mais c'est pas parce que c'est une statistique populationnelle que c'est pas vrai. Ça veut dire que je suis pas capable de prévoir qu'est-ce qui arrive à Rémi Trudel ou à Richard Massé. Individuellement, c'est plus difficile de le faire. Collectivement, par contre, on peut le faire avec beaucoup de précision. Ceux qui sont épidémiologistes ou biostatisticiens savent très bien cette chose-là.
Donc, on a eu une vision, comment est-ce qu'on fait intervenir globalement? Et là, la Charte d'Ottawa nous a aidé beaucoup en disant, bien, on doit travailler sur les habitudes de vie. Évidemment, ça, c'est une chose qui est importante. Ça, c'est les habitudes de vie. Mais on doit travailler, je le disais tantôt, sur les politiques publiques. On doit travailler sur les environnements. On doit travailler tout ce qui est le développement communautaire et réorienter les services de santé. Et je vais vous parler de cette partie-là parce qu'on pourrait les prendre individuellement. Puis en vérité, il y a des activités qui sont faites, beaucoup, je reviens sur les services de santé, mais il faut les prendre globalement parce qu'ils agissent les uns sur les autres. On pourrait les voir comme des parties séparées, c'est des parties intégrées. Ce qu'on fait à un endroit a un impact à un autre endroit. De là, l'idée d'avoir une approche intégrée au niveau de la prévention, ce qui est ce que je vais vous présenter tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Puis là, on a des gens, par exemple, sur les déterminants sociaux de la santé, l'Organisation mondiale de la santé a fait une revision de l'impact des mesures des inégalités de santé et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que la question, c'est est-ce qu'on peut changer quelque chose? Puis le message, c'est non seulement on peut, mais on doit changer quelque chose parce que c'est un des déterminants les plus importants, les inégalités de santé, sur les résultats de santé ultérieurs. À Montréal, on a fait un rapport qui était le deuxième, en fait, sur les inégalités sociales et je vous passe les conclusions de ça, mais on avait une dizaine de recommandations qu'on est en train de mettre en place actuellement, pas seul, avec une série d'acteurs sociaux, politiques, des gens des municipalités, des gens de l'éducation, des gens de l'environnement. Et puis, il y a seulement qu'avec ces gens-là qu'on est capable de faire la différence. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça donne quelque chose? On a plein de données qui montrent à quel point est-ce qu'on est capable d'intervenir sur le problème central. Et là, je vais me concentrer sur les maladies chroniques, qui est un enjeu sociétal qui est très, très important. Et on est capable de faire la différence en prévention sur les maladies chroniques. À Montréal, on s'est doté d'une politique, une stratégie pour être capable d'intervenir au niveau des maladies chroniques et de dire, est-ce qu'on est capable de faire l'intégration? Tantôt, je parlais de l'intégration des différentes stratégies. Est-ce qu'on est capable de faire l'intégration de ces différentes stratégies-là, puis de mettre à travers le système de soins, avec les autres composantes préventives, une approche de la santé? En fait, on a utilisé à la fois un modèle qui est connu pour le travail sur les maladies chroniques. Pour tous ceux qui travaillent sur les maladies chroniques connaissent ça, c'est le modèle de Wagner, où il y a des modèles étendus, il y a le modèle de Fachem, il y en a plusieurs. Mais ces modèles-là partent évidemment des besoins des personnes. Ils intègrent les personnes comme étant des acteurs pour leur santé. Donc, ce n'est pas des gens qui reçoivent, mais c'est des gens qui agissent sur leur santé. Mais ils travaillent pas seulement avec les personnes, mais ils travaillent aussi avec les communautés, en sachant que les personnes ne vont pas bouger si la communauté avance pas et vice-versa. Donc, il y a vraiment un aller-retour, et puis pour lequel on parle des systèmes de soins, puis l'organisation des systèmes de soins, mais on a plein d'outils puis de façons d'intervenir sur, par exemple, l'autogestion, sur les soutiens à la décision clinique. Il y a beaucoup de gens qui vont voir des professionnels de la santé qui ne suivent pas les recommandations, qui n'utilisent pas les prescriptions qui sont faites. Et puis, en même temps, voir est-ce qu'on est cohérent par rapport à nos politiques de santé publique, à nos actions au sein des communautés. Donc, ça, c'est le modèle de Wagner. Un autre modèle qui pourrait être très proche, qui est le modèle de la Kaiser Permanente, qui fait une espèce de hiérarchisation. Tantôt, on parlait de hiérarchisation. J'ai dit que j'étais en continuité. Je n'avais aucune idée de ce que les autres intervenants présentaient. Mais on la voit, la hiérarchisation. On doit d'abord avoir les activités pour l'ensemble de la population. On a des activités qui vont s'adresser beaucoup à la première ligne, qui est vraiment la pierre angulaire sur laquelle on doit asseoir. Et on n'a pas mis les énergies, puis ça fait longtemps qu'on en parle, puis il y a eu beaucoup de rapports, mais on n'a pas mis les énergies nécessaires pour développer la première ligne, la vraie première ligne, pas seulement celle des services médicaux, la vraie première ligne. Et puis, là, être capable de faire cette intégration entre la première, la deuxième, la troisième ligne, puis les services ultra spécialisés. Bien oui, ça prend des services ultra spécialisés, mais des fois, on a l'impression que la pyramide est à l'envers. Que, dans le fond, quand on regarde les priorités, c'est comme si la pyramide était renversée, puis là, on dit « Ah bon, ben, on a besoin de faire ça. Ah, est-ce qu'il reste des sous pour faire ça? » Non, on n'a pas besoin de sous pour faire ça. De toute façon, ça se fait tout seul. Fait que c'est pas vrai. C'est pas vrai, cette chose-là. C'est un mirage. Donc, c'est quoi la vision qui a été développée à Montréal? La vision, c'est on est capable d'avoir un continuum de soins dans lequel, à la fois pour le volet promotion de la santé, pour la prévention primaire, puis les services de santé primaire, et pour la détection précoce, donc la prévention secondaire, et pour les interventions
et tertiaire, puis jusqu'à la réhabilitation, est-ce qu'on est capable, pour les maladies chroniques, de mettre ça dans un continuum et de dire les intervenants vont travailler ensemble? Parce que le dire puis le faire, c'est une autre chose. Le problème qu'on a, c'est qu'on doit passer de la théorie à la pratique, puis on doit être capable d'intégrer dans un modèle fonctionnel la prévention dans l'ensemble des autres activités qu'on fait. Pas que ce soit des choses qui sont des silos complètement séparés, mais que ce soit des choses qui travaillent ensemble. Donc, c'est l'effort qu'on fait et c'est le modèle avec lequel on travaille. De telle sorte que ce que vous avez comme modèle d'intervention qu'on fait, c'est des interventions qui se font, ça c'est pour la région de Montréal, c'est ça qu'on applique actuellement dans la région de Montréal, pour laquelle on travaille sur l'ensemble de la population avec les déterminants socio-économiques, par exemple sur les inégalités de santé, par exemple sur le logement, par exemple sur l'éducation, par exemple sur les garderies, par exemple, je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. Sur l'environnement physique et le bâti, on travaille avec la municipalité, puis on sait que s'il y a des endroits où est-ce que c'est risqué, où est-ce qu'il n'y a pas de sécurité, les gens ne vont pas utiliser, ils ne vont pas marcher dans leur quartier. Si on n'a pas de piste cyclable puis qu'il y a des accidents, les gens ne vont pas utiliser la bicyclette. Si on n'a pas de transport en commun, les gens vont utiliser leur automobile. Donc, il faut créer des environnements qui sont favorables. Les partenaires, ils le voient, ça. Mais en même temps, travailler auprès des individus, tabagistes, sédentarité, alimentation, ça, on en a parlé déjà en masse et il y a déjà beaucoup d'interventions qui sont efficaces. Puis là, être capable de dire avec les cliniciens, puis les cliniciens ne vont pas le faire tout seuls. Si on demande à un médecin de faire ça, il y a déjà des études qui ont démontré que si on mettait toutes ce qu'on appelle les pratiques cliniques préventives en place, puis qu'on dit aux gens, votre priorité, c'est les pratiques cliniques préventives, la personne dans son bureau, le médecin, pour prendre l'exemple du médecin, il commencerait à avoir des services cliniques curatifs la 7e heure de sa journée. Bon, non. La réponse est on ne peut pas, les médecins nous l'ont dit, on ne peut pas faire cette chose-là. Ceci dit, comment est-ce qu'on peut faire pour que, à l'intérieur du système où est-ce qu'il y a des médecins, des infirmières, des nutritionnistes, des psychologues, puis là, je pourrais continuer la série, que ces gens-là travaillent ensemble, puissent se référer, puissent collaborer ensemble dans une équipe de soins, puis puissent s'envoyer les uns les autres les besoins, puis y répondre. Ils répondent en équipe ou ils répondent ensuite transférant les besoins des personnes. Donc, comment est-ce qu'on est capable d'intervenir au stade préclinique? Comment est-ce qu'on est capable d'avoir cette intégration-là au niveau de la post-clinique ou de la clinique puis de la post-clinique? Donc, on est en train de faire cette chose-là, non seulement au niveau de la première ligne, vous voyez tous les services préventifs au niveau de la première ligne, mais aussi de la continuité avec ce qui se fait en deuxième ligne, en sachant que chaque intervenant peut avoir un rôle spécifique et c'est seulement dans la mesure qu'on va pouvoir chacun jouer son rôle qu'on va être efficace. J'ai presque fini. Dans le plan d'action montréalais, on a 5 grandes stratégies. Vous les avez, je ne vais pas les lire, mais c'est ça qu'on utilise et ça, c'est détaillé et c'est ça qu'on est en train d'implanter à la grandeur du réseau de santé de Montréal. Et je finis en vous disant, les investissements qu'on fait, c'est des investissements qui sont hautement rentables. Donc, vous voyez que pour chaque dollar qui a été investi, et là, vous avez la kyrielle, que ce soit dans des programmes de santé en milieu de travail, le retour qu'il peut y avoir, puis ça, c'est les sources d'informations qu'on a. Puis vous l'avez sur le port du casque de sécurité et vous l'avez pour les programmes d'éducation, puis vous pouvez être capable de lire la liste mieux que moi probablement, parce que moi, je la vois tout croche. Mais vous voyez que ça c'est rentable. Le message là-dedans, c'est que on ne met pas nécessairement les priorités tous aux bons endroits. On doit être capable de travailler ensemble en équipe multidisciplinaire, puis d'être capable d'intégrer nos activités de façon efficace. Et puis, il ne faut pas rester cristallisé dans un réseau qui est uniquement centré sur le curatif. Il faut vraiment qu'on le fasse, le mettre en commun dans un système de soins dans lequel il va y avoir toutes les composantes et on est en train de le faire. Je vous souhaite une bonne fin de colloque. Je pense que c'est la fin du colloque. Merci beaucoup. Je vais essayer d'enlever ça. Quand le président de la conférence approche la cocarde et l'affiche des commanditaires, c'est que ça achève. Hein? Alors, Dr Massé, mon Dieu, que d'images éloquentes pour nous indiquer, réindiquer, rappeler encore une fois que prévention, soins primaires, réorganisation des services sur la base de ces principes, bien, ça finit par générer des économies qui nous permettraient, bien sûr, d'avoir la capacité de répondre à d'autres besoins de la société.
Souvent, je faisais des blagues lorsque j'étais ministre de la Santé en disant, quand on avait quelqu'un qui me rappelait cette colonne, qu'on va sauver de l'argent, je disais, à la fin de la journée, on va finir par en faire de l'argent. C'est pas maintenant à force qu'on en sauve, mais dans le fond, ce qu'il faut dire, c'est les bonnes priorités aux bonnes places avec les bons instruments, ça nous permettra d'avoir des économies pour réaliser ce qu'on est incapable de réaliser actuellement parce que les moyens ne sont plus disponibles en termes de financement. Alors, sur la base de principes, à force de le dire, de le répéter, Ghislaine Desrosiers, Richard Massé, et de se le répéter dans l'espace francophone et dans l'espace lusophone, on va bien finir par atteindre des niveaux de succès, de réponse qui vont pénétrer l'ensemble de nos sociétés, surtout de ce qui nous a été rappelé au premier moment de nos interventions au cours de cette conférence par le Dr. Cupertino hier. La richesse de nos peuples, de nos nations, de nos pays concernés, c'est entre autres nos systèmes publics de santé. Nos systèmes publics de santé. Je veux remercier à la toute fin de ces présentations, officiellement, puisqu'on est diffusé un peu partout, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent. Bien sûr que ces grands événements-là, avec la Colufras, un peu comme la Société internationale des infirmiers et infirmières, on vit aussi un peu sur des contributions pour cette semaine de la luso-francophonie, la présente conférence. Je veux dire merci au ministre de la Santé du Québec, Dr. Régent Hébert, qui nous a aidés financièrement à l'organisation de cette conférence, sachant très bien, d'abord, lui qui connaît parfaitement, pas parfaitement, mais qui connaît si bien le Minas Gerais, un des États du Brésil où il est déjà intervenu, c'est qu'il était retenu par ses lourdes responsabilités en santé et services sociaux aujourd'hui. Sans ça, il aurait été parmi nous. Je veux remercier donc le ministère de la Santé et des Services sociaux, son ministre, le Dr. Régent Hébert, et aussi sa direction de son unité internationale, sa direction, Mme Anne Marcoux, et le sous-ministre à la Santé, un des sous-ministres adjoints à la Santé, M. Luc Castonguay, qui également nous a apporté sa contribution si précieuse pour la réalisation de cette grande conférence. Je veux aussi ajouter et remercier la ministre Véronique Yvon. On l'a rappelé au cours de l'intervention de Mme Lamontagne. Le ministère de la Santé et des Services sociaux au Québec est aussi une responsabilité d'une ministre déléguée aux services sociaux, Mme Véronique Yvon, qui aussi nous a donné un coup de main pour la présentation d'aujourd'hui, tout comme une importante contribution du CONAS à travers les déplacements de ces professionnels qui nous ont fait ces présentations et qui ont assisté aux différentes présentations. L'Organisation panaméricaine de la santé, qui nous a donné un fier coup de main également au niveau des présentations, et tous ces partenaires, et je me force la mémoire parce qu'il m'en manque un, je vais le retrouver à la fin, ces partenaires qui nous ont aidés à la présente réalisation. Je veux nommément remercier aussi tous ceux et celles qui ont fait des contributions en termes de présentation, qui se sont déplacés et qui ont assisté à cette intense journée de présentation qui va nous permettre d'avoir les documents pour faire en sorte d'élargir les présentations à d'autres auditoires également. Alors, on va commencer, bien sûr, c'est celui-là que j'ai oublié, le plus important. Je veux remercier l'École nationale d'administration publique. Toutes ces facilités matérielles, ces facilités techniques, n'ont pas été évoquées ce matin par son directeur général, M. Nelson Michaud, mais c'est grâce à ce support technique, et à cette machine qui est l'École nationale d'administration publique, cette université dédiée à l'administration publique, nommément dans le domaine de la santé, que cette conférence a pu naître, s'organiser et se dérouler aujourd'hui. Je veux aussi remercier, vous avez vu un bon nombre d'intervenants là, de toutes catégories, mais ils ont tous à peu près une même caractéristique. Ce sont mes braves étudiants à la maîtrise et au doctorat à l'École nationale d'administration publique. J'ai l'habitude de dire de la prestigieuse École nationale d'administration publique. Vous savez pourquoi? Il faut que je le raconte encore. Parce qu'ici, on a eu le plaisir, il y a 5 ou 6 ans, d'accueillir l'ex-ministre des Finances et premier ministre de la France, voyons, petit blanc de mémoire, Alain Juppé. Et M. Juppé a, je dirais, un adversaire idéologique préféré en France,
Bernard-Henri Lévy, de la célèbre, de l'hebdo Le Point. Bernard-Henri Lévy avait dit que Alain Juppé allait venir au Québec passer une année pédagogique après les épreuves qu'il avait vécues avec la justice et qu'il allait passer cette année pédagogique à la prestigieuse École nationale d'administration publique. Alors, depuis ce temps, Dr. Massé va vous rappeler quelque chose, on me dit, depuis que vous ne faites plus de politique, M. Trudel, qu'est-ce que vous faites? Je dis, j'enseigne à la prestigieuse École nationale d'administration publique. Et les étudiants à la maîtrise et au doctorat ici sont donc de prestigieux étudiants à la maîtrise et au doctorat à l'administration publique à l'ENAP. Je veux leur dire merci. Florent Michelot en particulier, qui est aussi maintenant secrétaire général de la Colufras, qui a dépensé tant d'énergie pour la préparation de cette conférence. On n'a pas un grand secrétariat, mais le cœur est très, très, très large. Je veux dire merci à Normand Asselin, qui est toujours au créneau, toujours au créneau, qui vous a aidé pour les traductions, pour les liaisons, pour les voyages, les déplacements. C'est toujours beaucoup d'énergie. Je dis merci à Normand Asselin. Je ne dirai pas tout de suite merci à Fernando Cupertino parce que je vais lui demander de dire un petit mot pour la grande conclusion, mais je vais remercier nommément, donc, André Rosa Biscaya, toujours aussi comme fascinant de vous entendre, sur les soins primaires, vos expériences et surtout votre enthousiasme. C'est absolument remarquable pour moi. Enrique Botello, celui qui a toujours une petite couette révolutionnaire dans le coin ici, là. C'est celui qui aussi parle avec tellement d'enthousiasme qu'on est mobilisé à l'écouter. Merci beaucoup, Enrique Botello du Portugal. Madame Maria Fatima de Souza. Maria, je ne sais pas si elle a quitté, elle avait des déplacements. Maria qui est toujours de toutes ses participations de l'Université de Brasilia. Georges Boulet-Bélanger, qui partage le travail au niveau et les expériences au niveau de la Colufras, qui a participé à un voyage pédagogique au Brésil et qui a été très impressionné et qui nous a montré ce matin qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais comme disait un peu Mme Desrosiers, on ne sait pas trop pourquoi. Les CLSC étaient une belle créature, puis ils n'ont pas tout marché tout le temps. On pourrait peut-être un jour, oui, commencer à faire le bilan de ça et on va découvrir qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui n'ont pas été prises. Dr. Campo, Francisco Eduardo Campo, qui a repris l'avion. J'ai essayé de le faire bloquer à Dorval pour pas qu'il s'en aille, mais finalement, ils l'ont laissé passer, ça fait qu'on va le rappeler parce que c'était tellement l'Université du SUS, c'est tellement phénoménal, fantastique comme initiative. C'est une grande contribution. Caroline Patias, de l'Université du Québec à Montréal, ma sociologue préférée, qui analyse les politiques. M. Dr. Massé, c'est elle qui analyse nos politiques qu'on a fait quand on était au ministère. Alors, ça en prend maintenant qu'on fait partie de l'histoire. On fait ça des fois, oui. Et également Florent Michelot pour sa communication sur les communications. Iliana Pinto, d'Anvisa, qui nous montre qu'il y a des éléments de système public de santé qui sont extrêmement importants qu'il faut se rappeler. Youssouf Liman, de la Mauritanie. Vous nous donnez le goût d'y aller. Vous nous donnez le goût d'y aller, la Colufras devra faire quelque chose. Pour vos 3,5 millions de population, on vous souhaite d'en faire encore davantage, mais on s'est fait confirmer que les infirmiers et infirmières, là, dans votre pays, comme bien d'autres pays, ce sont des éléments extrêmement importants des soins primaires de santé, de la santé publique. Et puis, bien sûr, Mwinda Lizoka, République démocratique du Congo, 80%. Qui n'a pas accès aux services primaires de santé. Ça nous mobilise. Oui, il y a des appels et surtout des réponses à donner à cette population qui est maintenant le plus grand pays francophone de l'espace francophone. Le plus grand pays francophone, 70 millions de population. 80% qui n'a pas accès aux soins primaires de santé. Il y a là un drame et d'autres éléments aussi que l'on connaît bien qui appellent des interventions. Merci, Lwinda. Mais Winda, René Lamontagne, ma collègue, toujours aussi éclairée et allumée. Et également Mme Desrosiers, bien sûr. Merci, Ghislaine. Merci beaucoup de ces contributions. Ça nous provoque dans le bon sens du terme. Richard, toujours apprécié, toujours systématique. Je vous prédis que vous allez finir professeur dans une grande université. J'espère que ce sera la mienne. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui a été... Vous savez, quand on fait des compressions, il y a toujours des victimes.
À cause des compressions du temps, on a une victime qui s'appelle Lucef Palva Silva, qui est un étudiant à la maîtrise brésilien et qui a renoncé à son temps après que je lui ai tordu le bras, compte tenu du temps que nous avions, celui que nous n'avions pas, certainement. Voilà. Merci à toutes et à tous les collaborateurs. Merci aux traducteurs. Merci à notre entreprise de web diffusion, qui est internationalement connue maintenant, puisqu'on est suivi partout. Merci à tout le monde, y compris notre généreux photographe Alexandre, tous les étudiants à la prestigieuse, à la maîtrise et au doctorat. Je céderai le micro pour une courte intervention au vice-président, enfin, c'est l'âme aussi de la Colufras, partie lusophone et francophone, Dr Fernando Cupertino, un court petit mot pour clore nos échanges d'aujourd'hui. Dr Cupertino. Eu queria apenas agradecer aos palestrantes desta tarde, assim como aqueles que falaram aqui pela manhã e trouxeram tantas contribuições importantes. E eu penso que talvez o Dr. Richard Massé, que eu tenho o privilégio, o prazer de rever hoje, nos tenha dado um mote importante ao apresentar elementos tão eloquentes. E eu me pergunto, será que nós temos tido a capacidade de fazer uma boa comunicação com a sociedade para mostrar a ela que os governos muitas vezes tomam caminhos equivocados e que deveriam estar a investir com mais prioridade, intensidade e firmeza os recursos necessários no desenvolvimento dos cuidados primários de saúde? Eu penso que aqui cabe mais uma tarefa a nós de levarmos essa discussão adiante e tentarmos transformar a nossa capacidade de comunicação numa forma eficaz, para que a população cada vez mais disposta a fazer valer as formas de expressão da democracia direta, democracia participativa, possa então indicar aos governos a saúde que quer e a saúde a que tem direito. Muito obrigado a todos os queridos amigos do Quebec, de Portugal, da Mauritânia. Muito obrigado às instituições que juntas conseguiram tornar viável a realização desta semana. E a todos vocês que bravamente se interessaram pelas discussões e ficaram aqui conosco até agora. Muito obrigado. Maintenant, technologiquement, on dit plus au revoir et bonne route, on dit www.colufras.org. www.colufras.org, les nouvelles suivront et on pourrait peut-être ajouter Viva Brésil! Viva Portugal! Viva Mauritania! Et là, vous comprenez bien, Viva Québec! Bonne journée, bonne route, merci!